Bon les amis, le moment est venu. Je crois qu'il est vraiment temps de partir. Putain, là, on va faire quelque chose, l'enterrer, une cérémonie. Bah, je sais pas, d'habitude c'est lui qui s'occupe de ce genre de truc. Alors, on va chercher un coin tranquille. On va prendre de quoi creuser. On va préparer des belles funérailles et on va tous aller lui dire au revoir. Ouais, et demain on part. Ouais. Du coup Mike, ça te laisse une toute dernière journée pour visiter le désert, mais après ce sera tes grands adieux avec bébé Kangoo. Regardez ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu as trouvé ça où? J'étais au Canyon Necro. J'étais partie prendre l'air, puis j'ai trouvé ça par terre. Attendez. Puisque ça, c'est le groupe Ombre. C'est des restes de leurs expériences. Oh, ça me paraîtrait vraiment bizarre. Hein. Mon père m'avait dit qu'il n'y avait plus rien là-bas. Soi-disant qu'avec les dresseurs de l'époque, ils avaient sauvé la région. Le ménage avait été fait. Je crois que des petits malins essaient de les remplacer. Ouais. Ou alors que le groupe Ombre a jamais vraiment disparu. Oh, c'est juste une 5 qui a traîné par terre, les gars. Hein. Même plus, hein. Je vais en avoir le cœur net, là, j'y vais. Non, reste ici, ok? C'est pas parce que ton père en a fait son combat qu'il faut que tu y ailles, tu le sais, ça. D'autant qu'on part demain, je te rappelle, et on s'en fout du groupe Ombre. C'est ma dernière journée dans le désert. Si je trouve quelque chose, tant mieux. Si je trouve rien, ça fait une dernière belle promenade dans cette belle région de Rhodes. Ah, mais Mike, mais quand même, imagine tu tombes sur un connard. Si je tombe sur un connard, peut-être qu'il a une bouteille. Et donc ce soir, avant de partir, on se boit un dernier petit coup. Voilà. Dit comme ça, c'est à condition que tu tires le premier. Enfin, John, pourquoi crois-tu qu'on m'appelle Vive-Griffe? Sois prudent. Y a quelqu'un ici qui l'a déjà appelé Vive-Griffe? Ouais, moi. Un jour, il a bu 64 shooters en 1 minute. Ouais, quand même. C'est excessivement colossal. Oh putain, ouais, je m'en souviens. Ouais, bah après, faut pas s'étonner qu'il n'y ait plus rien dans les caisses. Arpenter ces innombrables couloirs me glace le sang. Je me trouve ici à l'ancien repère Snatch. La Team Snatch est une organisation criminelle qui sévissait il y a quelques décennies dans toute la région. Elle capturait les Pokémon des dresseurs et les offrait alors au groupe Ombre qui les transformait ensuite en Pokémons obscurs. Leur objectif était de régner en maître sur Phénacite, Samaragde, le port Amarré et bien sûr Pierrite, les 4 grandes villes de Rhodes. Les Pokémons obscurs sont des Pokémon qui ont subi des expérimentations immorales visant à effacer leurs émotions, à fermer leur conscience comme disait mon père afin de les réduire en machines de guerre sans âme. Seul Celebi était capable de purifier un Pokémon obscur. Et encore. Un jour, le groupe Ombre réussit à mettre la main sur Lugia et ils le pervertirent tellement qu'il se défigura sous leurs expérimentations, si bien qu'il résista à la purification du fabuleux. Ce Lugia obscur est encore aujourd'hui pour les scientifiques l'un des plus grands mystères du monde connu. Comment le groupe Ombre a-t-il fait pour autant dénaturer Lugia, à tel point qu'il devienne quasiment un autre Pokémon? La réponse se trouve peut-être, curieusement, en dehors de Rhodes, dans la région de Ferrum. Là-bas, le sol est porteur d'une force terrestre mystérieuse, connectant, dit-on, les humains et les Pokémon avec une force nommée la synergie. Des batailles spectaculaires sont même organisées là où l'énergie du sol est particulièrement forte. Mais c'est aussi à Ferrum que l'on a découvert Mewtwo obscur, qui, comme Lugia, avait changé d'apparence et ne vivait à présent que dans l'unique but de faire le mal. D'après les habitants, il se serait transformé en fusionnant avec une pierre de synergie sombre. Est-il possible que le groupe Ombre ait extrait une pierre de synergie sombre à Ferrum avant de revenir à Rhodes pour la fondre en Lugia? Quand on observe la teinte obscure qui recouvre les 2 Pokémon, le doute est permis. Mais l'être humain n'a pas attendu le groupe Ombre pour se prendre pour Arceus. Oh non! On dénombre plusieurs Pokémon créés artificiellement dont la naissance remonte bien avant la mienne.
Je pourrais parler de Voltorb, de Chenityrose ou de Miamasme, dont l'activité humaine est sans aucun doute à l'origine de leur développement. Mais je préfère me focaliser ici sur des monstres conçus délibérément, dont le destin fut au mieux d'assouvir les ordres de leur créateur, au pire de dépérir dans un caisson ou sur une table d'opération. Kaorin. On raconte que les Kaorines sont des poupées de boue créées par les premiers hommes et qu'elles furent amenées à la vie après une exposition à un mystérieux rayon. Golemastok. Ses créateurs d'une lointaine époque lui auraient ordonné de protéger les humains et les Pokémon. Magearna. Ce Pokémon a été créé de toutes pièces il y a 500 ans. Il comprend ce qu'on lui dit, mais il n'est pas doué de parole. Ces 3 Pokémon sont les premiers, à notre connaissance, à avoir été façonnés par notre espèce. Dans mon compte-rendu sur les spectres, j'avais émis l'idée que Golemastok tirait son énergie de l'âme d'un défunt. D'après les archives d'Alola, Magearna prit vie lorsque son créateur réussit à collecter de l'énergie vitale de Pokémon qu'il insuffla ensuite à sa création, ce qui ajoute un peu plus de consistance à mon hypothèse. Pour Kaorin, son origine est un peu plus floue. Les historiens d'Alola sont parvenus à la conclusion que la civilisation à l'origine de sa création s'est inspirée d'un objet céleste tombé sur Terre. De par les motifs que lui et Balbuto présentent, et car on les retrouve autour de ruines et notamment au pilier céleste, j'imagine que cet objet cosmique est en réalité Rayquaza, et que ce dragon est celui qui leur a insufflé la vie. Quoi qu'il en soit, ces Pokémon ont été créés il y a si longtemps qu'il est difficile, voire même impossible, d'en déduire vraiment quelque chose. Ce qui n'est pas le cas des créations plus récentes. À Kanto, une multinationale connue sous le nom de Sylph SARL, dont le siège se trouve à Safrania, est derrière la création d'une multitude d'objets commercialisés afin d'aider les dresseurs dans leur voyage. Elle est connue, par exemple, pour avoir conçu les CT, le Scope Sylph, la Master Ball ou encore Porygon. Porygon. Un Pokémon fait de programmes et d'algorithmes. Il peut survivre en milieu virtuel. Personne ne sait exactement dans quel but la Sylph a créé des Porygons. L'entreprise ne les a jamais utilisés pour un quelconque projet, du moins pas à notre connaissance. Et certains spécimens ont même été vendus au casino de Céladopol, preuve peut-être que la firme ne savait pas quoi faire de ce monstre artificiel. Porygon possède pourtant une attaque signature assez utile appelée Conversion, ce qui lui permet de changer de type. Mais des années plus tard, une mise à jour fut inventée, Porygon 2. Forme évoluée de Porygon si son dresseur lui confère un Améliorator, disque contenant de nouvelles données à télécharger. Rien n'indique que la Sylph ait mené le moindre projet avec ce nouveau Pokémon, dont le Pokédex nous dit qu'il a pourtant été créé pour l'exploration spatiale, et qu'il peut à présent effectuer des mouvements non programmés. Il semble que, comme sa préévolution, Porygon 2 soit juste une expérimentation de plus, si ce n'est un sujet raté. Mais l'entreprise ne baissa pas les bras et quelques années après Porygon 2, ils revinrent avec une toute nouvelle mise à jour. Porygon Z. Porygon Z. Un nouveau logiciel était censé lui permettre de voyager entre les dimensions. Mais tout ne se passe pas comme prévu et il y a des bugs. La plupart des Pokédex se mettent d'accord sur une chose. Porygon Z est bien une expérience ratée. Décidément, la Sylph n'aura jamais réussi à en faire quelque chose. Porygon Z est instable, buggé, et rien ne semble pouvoir établir son code qui a été crypté afin de voyager entre les dimensions. En parlant de dimensions, à Alola, il se produit un phénomène fascinant. Les ultra-brèches, sortes de portails instables qui déchirent notre réalité et qui permettent à quiconque les traverserait de se rendre dans de nouvelles dimensions. En outre, elles permettent à des créatures cauchemardesques de se rendre dans notre monde, des monstres épouvantables que les Aloliens appellent ultra-chimères.
Afin de combattre ces bêtes qui sèment la destruction, la fondation Heiser inventa un tout nouveau Pokémon, Type 0. Une chimère pouvant rassembler tous les pouvoirs de tous les Pokémon connus. Type 0. Il a été créé artificiellement d'après un Pokémon mythique. Il est muni d'un masque afin de contenir sa puissance. Pour parvenir à ce résultat, le développement de Type 0 consistait à utiliser des cellules à partir de tous les types de Pokémon connus à ce jour, avec l'intention de lui donner la capacité de changer de type selon sa volonté en tenant une carte mémoire. Une capacité inspirée par les mythes de la bibliothèque de Joliberge concernant les plaques d'Arceus. Ici, il ne s'agissait donc pas de se prendre pour Dieu, mais bien de créer un nouveau Dieu. 3 modèles de type 0 furent engendrés, mais les 3 modèles devinrent enragés. Pour limiter l'effet du rejet de la carte mémoire, les types 0 furent muselés par des casques massifs, leur empêchant toute rébellion. Ce n'est que lorsqu'ils trouvent enfin un humain digne de confiance, qui ne lui fera subir aucune autre atrocité, que Type 0 peut détruire ce masque et devenir Sylvalier, et déchaîner enfin sa toute-puissance. Et si Porygon était en réalité un test pour l'élaboration de Type 0 ? Porygon Z a été conçu pour voyager dans d'autres dimensions, tout comme Type 0. Les Porygons évoluent grâce à un disque et peuvent changer de type grâce à conversion, tout comme Sylvalier qui change de type grâce à des ROM. Ceci expliquerait pourquoi la Sylph a abandonné l'idée de rendre Porygon stable et efficace. Car elle a réussi, avec la fondation Heiser, à donner vie à un meilleur projet. Si mon raisonnement est juste, alors, comme je le pressentais lors de mon précédent compte-rendu, les gouvernements ne nous disent pas tout. On nous dit de Porygon Z qu'il n'est qu'un programme instable qui bug en permanence. Je pense plutôt qu'il est en réalité un Pokémon doué de sensibilité, qui souffre de ces innombrables mises à jour qui n'ont fait que de le charcuter encore et encore. Ceci ne me surprendrait guère venant d'une entreprise capable de forger un masque sur un Pokémon qui, avec sa biologie chimérique, peinait déjà à vivre. Tout ça pour qu'il ne se rebelle pas contre les tests qu'on lui faisait subir. Si les expérimentations de Lugia et Mewtwo Obscur m'inspiraient de l'effroi, c'est à présent une véritable dracorage qui s'empare de moi. Comment peut-on faire subir de telles pratiques à des créatures vivantes ? Certes, nous avons tous tué des Pokémon pour survivre, que ce soit pour manger ou pour nous protéger, mais l'idée qu'on puisse les torturer par orgueil ou pour le profit m'est intolérable. Morpheo. Il change son apparence en fonction du temps. Les changements climatiques, comme la température ou l'humidité, affectent sa structure cellulaire. AON, le centre météo qui étudie les changements climatiques de la région et qui travaille sur le projet fou de vouloir contrôler la météo, a créé lui aussi son propre Pokémon, Morpheo, qui fut élaboré afin de prédire l'évolution du temps. J'avais des doutes sur le fait que la région d'ON nous cachait peut-être la vérité sur Deoxys. Mais maintenant que j'étudie Morpheo, m'en voilà convaincu. Ce Pokémon artificiel a été créé à partir de gènes appartenant à ce Pokémon extraterrestre. Je me demandais hier ce qu'il était advenu de Deoxys. La réponse est là, juste devant mes yeux. Il est retenu captif depuis des années par les scientifiques du centre Météo, qui expérimentent sur sa capacité à pouvoir transformer sa propre structure génétique. Cette capacité, pourtant unique à Deoxys, se retrouve désormais dans Morpheo, qui fut probablement, sûrement, modelé à son image. Genesect. Il y a 300 millions d'années, il était craint comme l'ultime prédateur. Il a été modifié par la Team Plasma. Et encore un Pokémon artificiel, encore un. Genesect a été créé à partir d'un Pokémon fossilisé et a été technologiquement avancé par la Team Plasma dans le labo P2 à Unis. Leur but, créer le Pokémon le plus puissant du monde en l'emprisonnant dans une lourde armature d'acier en lui greffant un énorme canon sur le dos. Les êtres humains vont trop loin. Ils trouvent Lugia et le saccagent.
Il donne la vie à Porygon Z et Type 0 et il les infeste de leurs propres erreurs. Il séquestre et dissèque Deoxys pour créer un autre Pokémon ravagé dont l'ADN est bancal. Et à présent, il déterre un ancien Pokémon mort depuis des milliers d'années. Tout ça pour le ramener à la vie en le réduisant en soldat de fer, prêt à tout annihiler sur son passage tellement sa haine et son angoisse le consument. Mais qui est cet ancien Pokémon qui fut transformé en Genesect ? Pour le savoir, il me faut consulter la liste des Pokémon fossiles. Dragmara, Rexilius, Megapagos, Aeropteryx, Bastiodon, Charcos, Armaldo, Vassilis, Ptera, Amonistar et... Kabutops. Parmi ces créatures, l'une d'entre elles attire particulièrement mon attention. Kabutops vivait il y a 300 000 ans comme Genesect, il mesure 1,30 m là où Genesect mesure 1,50 m car à sa taille est ajoutée celle du canon. Kabutops était un ancien prédateur tout comme Genesect. Et si c'est bien ce Pokémon qui est à l'origine de ce monstre artificiel, on pourrait presque y reconnaître sa forme de crâne particulière à la fois longue et plate, ses pattes d'acier, son torse bombé et son bassin proéminent. Les cris des deux créatures sont d'ailleurs étroitement liés par la même mélodie. Genesect, Morpheo, Type 0, Porygon. On les a forcés à naître dans ce monde affligeant, négligeant leur nature, certes contre nature, d'être sensibles, dans l'unique intention de tourmenter leur existence faite de peine, d'abandon, de souffrance et de torture. Mais il existe un Pokémon artificiel qui, lui, a réussi à s'extirper de sa condition de sujet asservi par ses créateurs. Un Pokémon qui a donné la mort à ceux qui lui ont donné la vie. Il s'est passé quelque chose au manoir de Cramoisil. Les dresseurs qui passent par ici pour récupérer leur avant-dernier badge en sont tous convaincus. Cet endroit, abandonné depuis des années, servait autrefois de laboratoire dans lequel des scientifiques menaient toutes sortes d'expériences confidentielles. Quand on arpente les lieux, on peut tomber sur un ancien compte-rendu. 5 juillet, Jungle X. Un nouveau type de Pokémon fut découvert. 10 juillet, le Pokémon fut baptisé Mew. 6 février, Mew et papa, ou maman. Le petit fut baptisé Mewtwo. 1er septembre, Mewtwo est trop puissant. Nous sommes impuissants face à ces pièges. Mew. Unique et rare, son existence est remise en cause par les experts. Peu nombreux sont ceux qui l'ont vu. On pense qu'il y a longtemps, les Mew étaient nombreux et qu'ils ont aujourd'hui quasiment tous disparu. Puisque cette créature peut apprendre toutes les capacités connues, on estime qu'il pourrait être l'ancêtre de tous les Pokémon. Capturer un tel spécimen pourrait ainsi permettre à des scientifiques de mieux comprendre la biologie et l'évolution des monstres. Et il semble que ce soit exactement ce qu'il s'est passé ici. Mew aurait été capturé et assujetti à toutes sortes d'expériences sordides. Son petit, baptisé Mewtwo, est la quintessence de ce qu'on a fait de pire aux Pokémon. On l'a enfermé, testé, altéré, modifié pendant des années, si bien qu'il se retourna contre ses créateurs. Ironie du sort, les pouvoirs surpuissants que les scientifiques octroyèrent à Mewtwo détruisirent ce manoir pour que plus jamais aucune expérience ne puisse s'y dérouler. Mewtwo. Il est le fruit de nombreuses expériences génétiques horribles et malsaines. Mais ce manoir m'intrigue pour une toute autre raison. Au détour d'un lugubre couloir, en plus des nombreux Ratatak, Magmar et autres Grotanmorphes qui ont envahi les lieux, vous pouvez rencontrer un métamorphe. Ce Pokémon fascinant possède l'étrange capacité de pouvoir se transformer en n'importe quelle autre créature, une capacité que l'on nomme Morphing. Et cette capacité, rare, ne peut être apprise que par un seul autre Pokémon, et cette créature, c'est Mew.
Cette mystérieuse coïncidence a fait dire à certains chercheurs qu'elle était la preuve que Mew est bien l'ancêtre de tous les Pokémon, car il peut bel et bien apprendre n'importe quelle capacité. Mais le fait que Métamorphe se trouve mystérieusement dans un manoir dans lequel on a expérimenté sur Mew me fait songer que le lien qui les unit est plus étroit encore. Et si Métamorphe était, lui aussi, un Pokémon artificiel ? Et s'il était le fruit des premières expérimentations qui ont mené à la création de Mewtwo? Métamorphe serait le résultat des premiers tests, des premières tentatives de la compréhension et de l'altération de l'ADN de Mew. Il serait, en somme, une sorte de clone raté de Mew, là où Mewtwo serait sa forme suprême. Je m'explique. En plus de trouver des métamorphes au manoir de Cramoisil, on les retrouve aussi à une autre localisation importante, la caverne azurée, grotte dans laquelle, comme par hasard, se cache Mewtwo. Notons aussi que le Pokémon arbore la couleur rose de Mew, en plus de partager avec lui le même poids, à savoir 4 kg, un attribut qu'aucun autre Pokémon de Kanto ne partage avec eux. Mais l'argument qui vient réellement bousculer notre perception de ce monstre, c'est que Métamorphe et Mew sont pourvus de statistiques de base qui se font écho, le même nombre de points par nomenclature. Tous ces éléments prouvent-ils que Métamorphe est un clone raté de Mew, ou tout ceci n'est-il qu'une simple coïncidence? Dois-je m'arrêter dès maintenant car je me noie dans un mirage que j'ai moi-même fabulé, ou dois-je m'enfoncer davantage sur cette piste pour percer à jour ce monde qui m'entoure? Est-il d'ailleurs possible d'en savoir encore plus quand ce monde semble tout faire pour nous écarter de la vérité? Car si je poursuis cet immense délire, qu'en est-il de Tadmorph et de Gros Tadmorph que l'on peut aussi trouver au manoir de Cramoisil, et dont le Pokédex nous dit qu'ils sont nés d'une exposition à un rayon? Sont-ils eux aussi des clones ratés conçus avant Métamorphe, ce qui expliquerait leur physionomie semblable à la fois poisseuse et visqueuse, à l'image de leur ADN détraqué et névrosé? Est-ce qu'on s'en fout de ces Pokémon? Est-ce que tout le monde leur a tourné le dos comme pour Porygon? Est-ce que tout le monde trouve ça normal comme pour Morphéo? Ouais, on se prend réellement pour Arceus. On crée la vie avant de l'abandonner lâchement. Pourquoi faisons-nous subir à d'autres êtres ce que jamais nous ne pardonnerions si ça avait été fait sur nous? Pourquoi bousiller Genesect? Pourquoi pourrir Lugia? Pourquoi estropier Type 0? Quand est-ce que cela cesse enfin? Quand allons-nous intégrer que nos destins n'ont pas à déglinguer le destin de créatures qui, comme nous, ne demandent qu'à survivre une journée de plus? Pas étonnant que Mew se cache, bordel! Pas étonnant que Mewtwo se planque dans une putain de caverne! Pas étonnant qu'il n'y ait plus aucun Pokémon dans ce foutu désert! Oh, merde. Je crois que je viens de comprendre comment retrouver ta famille. Bébé Kangou. Tiens, un cow-boy sauvage apparaît. Non mais les gars, vous pensez qu'il est arrivé un truc à Mike? Non, mais non, tu le connais. Il est sûrement en train de s'extasier devant un caillou un petit peu bizarre qu'il a trouvé dans le désert. Ouais, enfin, qu'il se dépêche. Hein. J'ai pas creusé toute la journée pour pas faire cette cérémonie. Et oh, je te signale que t'as pas creusé tout seul. Hein. Peut-être on n'est pas obligé de l'attendre pour les funérailles si... Quand même. Sinon, bon... C'est Mike qui est censé amener le whisky. J'ai pas creusé toute la journée pour pas boire un coup derrière. Hein. On a tous creusé, t'en entends d'autres qui se plaignent? On a tous creusé car Monsieur John a choisi un endroit pas du tout adapté pour faire une tombe. Et il est pas du tout trop tard pour que j'en creuse une deuxième ce soir. Les gars? Ok, donc j'ai vraiment creusé toute la journée pour rien.